Bienvenue à tous les quatre. Peut-être que comme ce matin, je vous propose un rapide tour d'horizon si vous souhaitiez interpeller nos panélistes, poser une question. C'est le moment, on peut commencer comme ça si vous avez une question qui vous brûle les lèvres à ce moment. Oui. Merci. Quand on parle de résidents, de résidence autonomie ou d'EHPAD, je n'ai pas entendu parler de conseils de vie sociale. Or, ces conseils sont obligatoires dans ces établissements, c'est bien qu'ils n'existent pas partout, mais ils sont essentiels pour élaborer une parole collective des usagers. C'est un interlocuteur important que lorsqu'il est organisé, et on a bien vu lors du déroulement de la pandémie combien leur absence ou leur non-appel à mobilisation de la part des directions a été dommageable. On l'a vu en termes de glissement, c'est le terme qui a été utilisé pour ces usagers. Je voudrais revenir à un sujet de ce matin sur l'urbanisme. Un des problèmes dans la métropole Île-de-France actuellement, c'est la mobilité piétonne. Avec le développement des vélos et des trottinettes et des motos sur les trottoirs, ça devient un véritable enjeu de dangerosité. J'habite Vitry, on est très content du tram qui vient de nous arriver, mais la piste cyclable sur les trottoirs a été complètement ratée. Elle est à peine matérialisée et il faut prendre l'habitude de faire très attention quand on circule sur un trottoir en piéton. Là, il y a un vrai problème d'urbanisme à régler. Une ou deux peut-être autres interventions qu'on réponde de manière groupée, oui. Alors, pardon, comme je ne suis arrivée qu'à 14h, peut-être vous aviez évoqué ce dont je vais vous parler ce matin, donc à l'avance, toutes mes excuses si vous l'avez évoqué. Vous avez parlé de comme à la maison, mais pas jamais comme à l'hôtel. Est-ce que le concept d'hôtellerie pourrait pas être intéressant pour le vieillissement ? Merci pour cette question. D'autres peut-être à ce stade ? Alors si personne ne répond sur l'hôtel, j'en connais un dans l'assistance qui prenait la parole ce matin. Est-ce que l'un des sujets vous interpelle d'ores et déjà, peut-être sur la mobilité, Angélique ? Oui, c'est ça, peut-être juste sur la mobilité. Vous avez raison, monsieur, la marche est le premier moyen de mobilité dans un territoire. On a quelquefois d'ailleurs tendance à l'oublier. Quand on parle de déplacement avec les collectivités territoriales, on nous parle tout de suite transport en commun, vélo, etc. Mais les pieds sont le premier moyen de déplacement. Et l'automobile continue à en faire partie aussi, et on ne peut pas totalement l'oublier. En tout cas, ce que vous évoquez, c'est vraiment précisément ce qui vient questionner la notion de rythme et la notion de partage des espaces. Et sur la question du vieillissement, il y a aussi ce sujet-là sur le fait que c'est pas la même chose de se faire frôler par un vélo quand on a 15 ans que quand on a 90 ans. Et en fait, le fait de travailler ensemble la compréhension de ces particularités et de respecter ces différents rythmes vient vraiment aider à la fin toutes les générations, parce que ça n'enlève rien à ceux qui n'en ont pas besoin, mais ça permet à chacun de continuer à se sentir bien accueilli et chez soi. Et surtout, c'est des moyens essentiels de lutte contre l'isolement. Parce que quand on parle de lutte contre l'isolement, il ne s'agit pas uniquement de rompre des situations d'isolement établies, mais surtout d'éviter qu'elles arrivent, et c'est ça la prévention. Et permettre aux gens de continuer à sortir de chez eux en se sentant en sécurité, en cela, c'est vraiment essentiel. Oui, enfin, on parlait effectivement du trottoir. L'exemple des bancs est assez édifiant. Vous voyez, à Paris, on a enlevé tous les bancs, donc il n'y a plus moyen pour une personne âgée de se reposer sur les bancs. Sauf que quand on laisse les bancs, il y a des bandes de jeunes qui sont un peu bruyants qui viennent le soir, et les habitants du quartier demandent à ce qu'on enlève le banc. Voilà. Donc on est dans la notion de savoir vivre ensemble, qui est assez complexe en France à manager. Et puis pour la question sur l'hôtel, je pense que le chez-soi, en fait, c'est un habitat que l'on se fabrique tout seul. Et j'ai été assez surpris que dans les EHPAD, souvent,
entre deux personnes, qui restent parfois plus de 18 mois quand même, c'est une moyenne 18 mois, il y en a certains qui restent 3-4 ans, et bien entre deux résidents, et la personne décède, il y a une autre qui arrive, et bien on refait la chambre. Et on va mettre une couleur jaune, une couleur verte. Jamais il ne vient à l'esprit de se dire, attendons que la personne arrive, demandons-lui quelle couleur elle aime, et mettons la chambre déjà, aidons-la à s'approprier l'aménagement et la décoration de la chambre. Vous voyez, on oublie le désir de la personne âgée. Ce que vous soulignez sur le vélo, par ailleurs, je pense que, ce matin on parlait des Pays-Bas, dont on sait que à bien des égards, on peut les considérer comme un pays exemplaire en matière d'habitat des seniors et de traitement de leurs personnes âgées. On sait aussi que c'est la capitale mondiale du vélo, et je tiens à souligner, c'est peut-être une petite alerte personnelle, qu'il ne faut pas non plus... en tout cas, la question de la cohabitation est centrale et qu'il ne faut pas non plus céder à un discours qui viserait à dire que la ville tout voiture est sympathique pour les personnes âgées. Il y a une très récente étude qui vient de l'ADEME, je crois, qui montre que le passage à la retraite et même à 70 ans, on fait plus de vélo que quand on est encore actif et au travail, etc. Complètement, juste pour compléter ce que vous dites là, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, ne pas mettre en confrontation en fait, le défi de la transition écologique et le défi de la transition démographique. D'une part, parce que souvent, quand on répond aux enjeux de la transition démographique, de la transition écologique, en allant sur des modes doux, en allant sur des circuits courts, en allant sur justement le fait de ralentir aussi la vie, on s'aperçoit qu'on répond aussi à des enjeux, à des envies qui sont celles des aînés. Mais par contre, il y a vraiment un travail de pédagogie à avoir, lié aux effets générationnels dont je parlais tout à l'heure, qui font que l'automobile, ça a été aussi un vecteur d'autonomie pour les générations qui sont à la retraite aujourd'hui, et qu'on ne peut pas simplement opposer le fait que non, il y aura 0 place de parking en centre-ville à partir de demain parce que c'est mal, parce qu'en fait, on va générer aussi des ruptures très très fortes dans les modes de vie des gens, et qu'il y a plutôt un travail d'accompagnement au changement à faire pour permettre à chacun de s'approprier la suite de l'histoire, mais collective qu'on se construit ensemble. Louis Rigol voulait intervenir. Si je pouvais juste répondre à la remarque sur les CVS, si je peux faire un retour rapide sur ce que j'ai pu constater dans ma résidence. Vous disiez oui, que c'est quelque chose de très important, mais il y a aussi un gros problème par rapport au sentiment que les gens qui participent à ces conseils n'ont le sentiment de ne pas être du tout écoutés et d'être infantilisés. Donc j'ai souvent des retours comme ça de la part des résidents. Voilà. Merci. J'ai vu une main se lever, peut-être une autre que j'ai vue tout à l'heure, ou je me trompe? Non, allez-y, en tout cas, je vous en prie. Oui, merci. Merci et bravo pour toutes vos interventions. Alors, je suis arrivée dans l'après-midi un peu plus tard. Moi, j'avais une interrogation autour de nos représentations sur le métier d'accompagnant à domicile. Et je me demande aussi, parce que j'entendais dans les interventions parler du maintien à domicile, et finalement, quand on parle de l'accompagnement à domicile, on entend les mots ménage, beaucoup, toilette, et finalement, pour accompagner le bien vieillir, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on s'intéresse à ces métiers-là? On parle d'isolement à domicile, mais les accompagnants à domicile sont le levier, le lien vers l'extérieur, et je pense que c'est important vraiment qu'on réfléchisse à ça. Accompagner le bien vieillir, à mon sens, c'est aussi accompagner ce métier-là. Effectivement, et ça fait le lien avec ce qu'on se disait ce matin sur l'humain. Et on n'a pas répondu tout à l'heure à votre question sur l'hôtel, et c'est finalement assez lié. La logique hôtelière, la logique servicielle, avec toutes ces offres qui se développent, le co-living en est une d'offres, par exemple, où on se dit, voilà, on mutualise un certain nombre d'espaces, mais en plus, en même temps que vous payez votre loyer, vous payez du service. Nassim Moussi, qui prenait la parole ce matin, ça fait partie de ses sujets de prédilection, je propose qu'on l'écoute. Oui, effectivement, tu as raison Hugo, et aujourd'hui on voit apparaître en fait un système de co-living pour seniors qui est un petit peu à mi-chemin entre le logement classique et l'hôtel, où l'on vient greffer une dimension servicielle. Et en fait l'ingéniosité est dans le bail et dans le mécanisme foncier. Alors c'est un peu embryonnaire, mais effectivement la question de l'hôtel, mais vous logez qui, de quelle manière, de combien de temps? Et donc c'est vrai que c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Et puis on voyait tout à l'heure un programme entre étudiants et personnes âgées. Et
c'est vrai que c'est des sujets qui posent question. Mais en tout cas, c'est pas nouveau, c'est embryonnaire et il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si je réponds. Merci. Oui. Il y a une question, pardon, qui est au fond. Bonjour. Christian Ovette, en 2000, avait répondu à une consultation dans la ville du Pec, qui était une consultation sans projet. C'est-à-dire qu'il y avait une visite du terrain et puis une confrontation de points de vue devant le conseil municipal. Et Christian Ovette avait démarré un discours tout à fait étonnant, qui était en tout cas très détonnant par rapport aux autres, qui était de dire, au fond, est-ce que un établissement, alors qui ne s'appelait pas encore EHPAD, mais c'était ce qu'allaient devenir les EHPAD, est-ce que ce n'est pas un endroit où on vient pour se retirer progressivement de la vie? Et il avait obtenu une attention extraordinaire du conseil municipal. Il était à la limite de remporter la compétition, mais par une des pirouettes qui n'appartenait qu'à lui, interrogé par le conseil municipal qui lui a dit « Vous en avez déjà construit un établissement de ce type ?» Oui, oui. Et qu'en a pensé le maître d'ouvrage, il a été extrêmement déçu. Donc, il a réussi à perdre le concours après avoir été très brillant dans sa séquence. Mais est-ce que ce type d'approche qu'on retrouve dans les béguinages, dans un certain nombre d'établissements, qu'on trouve aux Pays-Bas aussi, j'en ai vu un à Breda, dans lequel le même discours était tenu, est-ce que cette direction-là existe en France ? Cette direction qui consiste à dire la retraite, c'est au sens propre une retraite. On se met en retrait de la vie / la ville. C'est bien ça? Une réaction? Écoutez, c'est à peu près ce qu'on a fait depuis une quinzaine ou vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a mis les EHPAD en dehors des villes, avec belle vue sur le parc, etc. Et on a rendu les gens relativement neurasthéniques. Donc l'idée de retraite est une idée comme la retraite est une vacance, ce sont des idées d'actifs. Quand on perd sa mobilité progressivement, quand son périmètre d'action se restreint, il faut que la ville, et on l'a dit tout à l'heure, il faut que la ville vienne à l'EHPAD, il faut qu'éventuellement on ait la possibilité d'aller à la ville avec des aides. Et donc l'idée de se retirer du monde est une idée philosophiquement intéressante et assez bouddhiste, mais aujourd'hui elle ne correspond vraiment pas aux désirs qui ressortent des personnes âgées qu'on peut interroger de temps en temps. Dans une petite seconde, moi je voulais aussi vous entendre, parce qu'on s'est dit des choses qui vont dans ce sens là toute cet après-midi, des choses dures en fait et lourdes. Donc j'ai noté que 80%, c'est ce que disait Kevin Charras, 80% des résidents en EHPAD ne sortaient pas de l'année de leur EHPAD. On a parlé d'institutions surmédicalisées, extrêmement concentrées. Angélique Giacomini, vous nous aviez dit que vous nous disiez tout à l'heure que quand on est vieux, on n'est plus un citoyen comme un autre en France. J'ai presque envie de vous demander, mais comment on en est arrivé là finalement? Parce que c'est vrai que le très grand âge, c'est un phénomène nouveau d'un point de vue démographique, mais cette situation-là aussi, elle est complètement nouvelle. Enfin, je veux dire, on se disait ce matin 3 à 6 millions de personnes seules en France, c'est nouveau dans la société. Allez, je démarre, mais je suis sûre que tout le monde va être inspiré. Alors, j'ai pas dit que être vieux, c'est pas être un citoyen, mais j'ai plutôt dit que c'était le risque. Et d'ailleurs, par exemple, moi, je me bagarre avec les démographes. Vous savez, ils vous disent, il y a les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Ah oui, alors quand on est une personne âgée, on n'est plus un adulte. Ça vient vraiment questionner. Donc, c'est justement le but, c'est de continuer à porter ce message que être vieux, c'est continuer à être un citoyen comme un autre. Comment on en est arrivé là? Certainement parce que vieillir avant c'était un peu exceptionnel, le nombre de centenaires, moi ça me fait toujours rire, j'ai pas les chiffres en tête là, mais était minime il y a encore une cinquantaine d'années, ce qui explique aujourd'hui qu'on emmène encore le bouquet de fleurs aux centenaires. Quand on voit l'explosion du nombre de centenaires, on dit qu'aujourd'hui un bébé sur 2 qui naît sera centenaire. Les fleuristes ont de beaux jours devant elles et les élus ont un emploi du temps bien fleuri, c'est le cas de le dire. En tout cas, il y a vraiment une modification des repères qui fait que à un moment, être vieux, c'était être un pauvre petit vieux qui avait besoin d'aide et qu'on a du mal
à changer les repères et à se dire qu'aujourd'hui, on a envie de continuer à être dans la vie. D'ailleurs, la question que vous avez posée sur la retraite me fait penser à la typologie qu'avait fait Anne-Marie Guimard en 1972, où il y avait différents modes de vie à la retraite qu'elle avait catégorisés, avec la retraite revendication, participation, consommation, et il y avait dedans la retraite-retrait. Elle disait en 1972, la retraite-retrait, alors c'est un peu l'image de la vieille qui tricote au coin du feu, qui est là, mais qui sert à rien, entre guillemets, pour le dire de cette façon, qui était juste là dans la famille. C'était le mode de retraite le plus souvent rencontré en 1972. Elle est revenue sur cette considération dans les années 2000 pour revaloriser la place de la retraite participation. Mais on voit qu'il y a un véritable changement, en fait, des générations qui arrivent à la retraite. On n'a plus la même qualité de vie dans l'avancée en âge, on a une plus grande qualité de vie, on n'a plus longtemps à vivre à la retraite, donc en fait on a besoin de modifier ces repères, de sortir de la bienfaisance, du misérabilisme, et juste de permettre aux gens de continuer à vivre dans les territoires. Merci. Benjamin, à ce sujet, on évoquait tout à l'heure pendant ta présentation le fait que le passage à la retraite, c'est une perte de revenus et que quand on est propriétaire d'un petit terrain avec un pavillon dessus, on peut en tirer un revenu. Voilà, pour ça, c'est tout ton modèle. Je voudrais que tu nous parles précisément presque du profil type de tes clients ou des personnes que tu accompagnes, dans le genre retraite active. Il n'y a pas quelque chose qui relève aussi de « je passe un jalon dans ma vie et donc je retape ma maison », quoi, finalement. Il y a clairement ça. En fait, peut-être que je n'ai pas précisé, mais le point d'origine un peu de Udo, alors ça part un peu d'une certaine idée du pavillonnaire et d'un constat en tant qu'urbaniste que c'est un sujet un peu non traité et que pourtant c'est un peu la matière première des métropoles aujourd'hui en France, en tout cas de la banlieue, que ce soit de Paris, mais que ce soit aussi de Lyon ou bien d'autres villes en France. Et en fait, le point de départ, c'était mon papa qui a, dans la maison, donc suite à la retraite, aménagé donc au premier niveau, 3 logements pour des étudiants, parce qu'on est à Palaiseau, à côté du plateau de Saclay, et qu'il y a une très forte demande. Et le constat, c'était que en fait, beaucoup de voisins, parce que très souvent, en fait, dans les quartiers pavillonnaires, on a en fait des vagues générationnelles de gens qui arrivent donc avec des voisins qui ont tous à peu près le même âge, avec des enfants à peu près le même âge. Beaucoup de voisins s'y sont mis. Et en fait, le moment de la retraite est généralement, en fait, d'une part, une des premières motivations des clients qu'on voit, et notamment les clients dont je parlais au Lila, c'est on va avoir des problèmes de revenus, nos revenus de retraite ne vont pas nous suffire. Et en particulier, là au Lila, on a le cas d'un kiné qui est une profession libérale qui n'a peut-être pas forcément été très prévoyant, mais du coup, c'est un sujet. Et par ailleurs, il y a aussi non seulement les revenus qui baissent, mais aussi les charges qui augmentent, notamment la taxe foncière, les charges d'entretien, le besoin de rénover, les charges d'énergie dont on parle beaucoup. Et donc, en fait, pour nous aussi, l'idée que le pavillon, c'est un peu une de ses grandes forces en comparaison, par exemple, au collectif, c'est que le pavillon est un lieu qui évolue beaucoup en fonction de l'évolution de vie des personnes qui y habitent. L'arrivée d'un enfant fait que généralement on peut ajouter une chambre, aménager les combles, venir rajouter une véranda, aménager un potager, etc. Et que du coup, en fait, cette idée un peu qu'on porte, c'est que la vie du pavillon n'est pas terminée quand les gens arrivent à la retraite, mais au contraire, en fait, c'est l'occasion de lui insuffler une nouvelle vie. Et que par ailleurs, ça participe à une problématique plus large qui est la pénurie de logements. Donc ça participe à contribuer à cette création de logements dans un contexte où il faut arrêter l'étalement urbain, où il va falloir construire à l'intérieur des périmètres des villes, et que ça peut permettre en fait, à grande échelle, finalement, parce que le nombre de propriétaires est absolument colossal, de répondre de façon assez massive à cette problématique. Et par ailleurs, petit à petit, par là même, en fait, de répondre à des problématiques de pouvoir d'achat, parce que, comme je l'ai montré, ça permet d'augmenter ses revenus. Et puis, parallèlement, la question de la rénovation énergétique, qui est aujourd'hui absolument nécessaire. Votre question? Non, c'est... Votre remarque. Je voulais simplement répondre au monsieur qui parlait de la vieillesse. Il ne faut pas oublier que dans le mot vieillesse, il y a le mot vie. Donc on vit toujours.
Hein, ça, c'est important. Parce que là, ils nous mettaient un peu de côté. Donc, il ne faut pas nous mettre de côté. Je dis nous parce que je fais... Enfin, des vieux. Si peut-être je peux juste ajouter une anecdote, mais ça c'était le cas de mon papa du coup qui va sur ses 80 ans pendant le confinement et même grâce à ses locataires, il y a une forme de solidarité intergénérationnelle très informelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas certes dans l'habitat partagé, chacun a son indépendance, mais pendant le confinement, ils allaient faire ses courses, ils l'aident sur des petites choses quand il y a un besoin, donc il y a une vraie présence, notamment pour le jardin, des choses comme ça. Et donc ça apporte aussi cette forme d'aide, même si elle est informelle. Mais d'ailleurs, j'étais surpris tout à l'heure, Louis, d'entendre un mot dans votre bouche, un concept dont j'ignorais l'existence, qui est celle de mission de convivialité. Et c'est vrai que je me disais, bon, tout à l'heure, l'EHPAD ouvert l'EHPAD hors les murs de Jérôme Bataille, on comprend que il n'y a pas besoin, que être en solidarité et ouvert sur la ville, c'est pas simplement une affaire d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de soignants, mais c'est aussi simplement de voisins qui viennent faire toc-toc, comme on voit dans le film, ou de locataires qui viennent, et j'imagine que les locataires peuvent lui casser la tête occasionnellement autour de la chaudière qui fuit, ou que sais-je. Mais tout ça, c'est peut-être infiniment mieux aussi que d'être reclus dans sa chambre d'EHPAD. Peut-être un mot là-dessus, Louis, sur la mission de convivialité, parce que c'était un drôle de terme. Pas eu le temps de préciser exactement ce que c'était. En fait, c'est quand même un petit peu formalisé notre mission. En fait, il y a des permanences à faire tous les soirs, et on se relaie. Tous les étudiants se relaient pour les faire chaque soir. C'est en soirée, c'est au moment où le personnel n'est pas présent. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on est autonome, on peut proposer les activités qu'on veut aux résidents, que ce soit des jeux de société, vous avez vu, des jeux de vidéo, du billard ou ce genre de choses. Et après, bien sûr, au fur et à mesure du temps, il y a d'autres liens qui se créent, et puis on a des liens qui se développent en dehors de ces permanences. Donc la mission de convivialité, quand je disais ça, c'était vraiment ce qui était marqué dans le contrat, ce qui était formalisé, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais cela dit, moi je serais preneur d'exemples concrets d'activités. Là, on vous voit faire un certain nombre de choses dans le film, mais dans le quotidien, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est vraiment forcé? Est-ce qu'on y va avec la pointeuse? Ou est-ce qu'on y prend goût finalement à un moment? Alors ça dépend. Alors au début, quand on ne connaît pas trop, c'est vrai que la plupart des étudiants, comme je le dis, cette expérience, elle a eu un succès relatif parce qu'on a eu du mal à faire descendre les résidents. Donc il y a quand même beaucoup d'étudiants, et j'en ai fait partie aussi à un moment, qui se sont découragés et qui allaient pas forcément très motivés à ces permanences. Après, avec le temps, c'est vrai que surtout par exemple pendant le confinement, il y a des choses qui se sont développées et je veux dire, moi je descendais finalement dans l'espace commun tous les soirs parce que moi aussi j'avais besoin de voir quelqu'un, quoi. Et même par exemple ici maintenant je suis là 2 jours à Paris, tous les soirs je vais manger chez un ancien voisin là-bas, quoi. Même si je vis plus là-bas, quoi. Donc voilà. Après ça dépend. C'est pour ça que je disais dans mon projet, c'est pas fait pour toutes les personnes, quoi. Je veux dire, quand on va là-bas, on sait que on y va pour avoir une vie commune. Et c'est le succès de ce genre d'expérience, ça repose là-dessus, quoi. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Ça je veux dire. Effectivement. Une ou deux dernières petites questions. Oui, 3e rang, puis 5e. Ou dans l'ordre. Ah oui, vous avez déjà le micro en main, allez-y. Pardon. Oui, c'était juste pour amener une remarque sur le fait de prendre du retrait par rapport à la ville quand on est à la retraite. Et juste amener un petit témoignage. Moi, je suis étudiante en architecture et du coup, j'étudie un EHPAD situé à Ustaritz, dans le Pays Basque, qui est une région qui attire énormément les jeunes retraités parisiens notamment. En fait, la plupart des personnes qui résident dans cet EHPAD ne sont pas originaires du Pays Basque, mais sont justement originaires de grandes métropoles et se sont retrouvés dans des maisons avec leurs conjoints, qui sont des maisons basques immenses.
et leurs conjoints sont décédés. Et ces personnes se sont retrouvées seules dans des immenses maisons basques quand leurs petits-enfants et enfants étaient donc à Paris, à Strasbourg ou autres. Et ils se retrouvent dans des EHPAD au Pays Basque. Et ils sont encore plus isolés et isolés que tous les autres résidents parce que leur situation géographique fait que leurs familles ne peuvent pas venir leur rendre visite suffisamment de fois par an. Et en fait, le confort qui était associé justement à s'éloigner de la métropole qui a un rythme trop rapide, finalement, participe à l'isolement social et de leur cercle de famille, en fait. Non, effectivement, intéressant témoignage qui souligne que depuis tout à l'heure, on tourne autour du concept de parcours résidentiel et on se dit instinctivement que le parcours résidentiel, c'est je quitte ma résidence principale ou je la fais adapter par un ergothérapeute, puis après je passe dans une résidence un peu plus gérée, puis en maison autonomie, puis finalement en EHPAD, comme si c'était ça un peu les maillons de la chaîne. Alors qu'en fait, le parcours résidentiel français de base, il est multi-territoire, c'est-à-dire j'ai 18 ans, je passe mon bac, je pars à la ville faire mes études, je m'y installe quelques années pour prendre mon premier emploi, puis à un moment donné, je m'en écarte, je vais dans une autre métropole, puis enfin je passe à la retraite, et l'héliotropisme faisant, la caricature fait qu'on part en PACA ou on part au Pays Basque pour passer ces belles années au soleil, mais effectivement, derrière, c'est autant de déracinement, de familles qui s'éclatent les unes des autres, qui s'écartent, et tous ces sujets-là. Mais je vais vous laisser rebondir, mais on avait une deuxième... Oui, voilà, à vous. Oui, je voulais juste... je m'étonnais un peu dans toute cette discussion qu'on a eue autour des personnes âgées, c'est que jamais on a parlé... et ce qui m'y fait particulièrement penser, c'est le contrat de convivialité, c'est qu'on n'a jamais parlé du comportement des personnes âgées. Parce qu'il y en a qui sont très sympathiques et on va volontiers vers elles. Il y en a qui, je ne sais pas si elles sont devenues aigries ou si elles étaient dès leur naissance, mais qui ne sont pas du tout faciles à vivre. Donc, quand on est étudiant et qu'on se trouve en face de personnes charmantes, ben, tout va bien. Quand on se trouve autour d'un mur et qui refuse systématiquement de dialoguer ou qui peut même être agressif, il y a un monde d'écart. Et moi, je ne suis pas particulièrement jeune, non, pas du tout. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble des personnes âgées, ma mère a 101 ans, donc je connais bien le problème. Parlez un petit peu plus près du micro. Pardon. Oui, je disais, dans les personnes âgées, et ma mère a 101 ans, donc je connais bien les problèmes liés, et ma mère est très sympathique, mais il y a des personnes, j'en connais, qui sont très difficiles à vivre. Alors pourquoi, comment, etc., et qui sont dans le refus d'accepter quelque chose de l'autre parce qu'elles se sentent encore plus diminuées. Et ça, on n'a pas du tout parlé dans la journée du comportement des personnes âgées qui ne facilite pas toujours la tâche de ceux qui voudraient faire quelque chose. Vos réactions sur ces deux sujets. Je vais juste rebondir là-dessus. Je disais à mon voisin en rigolant, les jeunes cons font des vieux cons. Mais en fait, comme à toutes les tranches d'âge, entre guillemets, hein, on a une hétérogénéité de gens. Et moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens me disent « Oh, c'est bien, tu travailles pour les vieux. Oh là là, c'est bien. » Oui. Après, j'aime pas particulièrement les vieux plus que les autres générations. En fait, j'aime les gens. Et à l'intérieur de ces gens, il y en a des biens, puis il y en a des moins bien. Mais la discrimination liée à l'âge, des fois, nous fait aller vers un regard quelquefois négatif qui est porté sur le vieillissement, plus que sur les autres générations, et qui nous font traduire les comportements des vieux comme s'ils avaient ce comportement parce qu'ils sont vieux, alors que peut-être que c'est des comportements aussi qu'ils ont eu tout au long de leur vie, et effectivement, qui peuvent être peut-être accentués par de l'isolement social, par des conditions de vie qui sont plus difficiles, etc. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un vrai travail à faire, et je trouve que c'était intéressant votre parole sur ce point-là, sur le fait de distinguer en fait les représentations individuelles et les représentations collectives qu'on porte sur l'âge. C'est-à-dire que quand on parle de représentation collective, si je vous dis la France vieillit, des fois on a un peu cette image de l'armée de déambulateurs qui va débouler sur le pays. Et puis quand on parle de représentation individuelle, on va dire moi je parle de ma maman, de ma grand-mère, de ma grande-tante. Oui, mais c'est pas pareil, elle est pas vieille, elle va bien. Et en fait, il y a toujours un peu cette dichotomie entre les deux. Et je trouve qu'il est important de rappeler en fait toute l'hétérogénéité des personnes âgées en termes de génération, en termes de parcours de vie, en termes d'état de santé, qui font qu'on a une multiplicité de comportements et de modes de vie à la retraite qui rendent encore plus compliqué
le fait de les catégoriser dans une petite boîte en essayant de leur donner des réponses toutes faites. Et puis si je peux compléter, moi j'ai vécu plusieurs fois des situations assez étonnantes. Vous voyez, quand on est dans un EHPAD traditionnel, il y a le secteur pour les Alzheimer, un peu isolé, avec leur propre jardin, le patio, etc. C'est le cas très courant. Et une fois, je travaillais dans un établissement où il y avait l'EHPAD et la santé mentale. Et les Alzheimer, finalement, étaient pris en charge par la santé mentale. Mais pour eux, c'était du pain béni. Ils étaient gentils, ils obéissaient, ils faisaient tout ce qu'on voulait. Et alors que dans un cas, il y a un refus des personnes d'être d'abord enfermées, ensuite un peu stigmatisées, et même le personnel est plus agressif. Donc rien que par l'effet miroir, il y avait davantage de désagréments chez ces personnes-là. Dans l'établissement où la santé mentale prenait en charge les Alzheimer, qui étaient leurs patients les plus faciles, il y avait une espèce de douceur de vivre qui était incroyable. Tout ça pour dire que toutes ces choses-là, c'est un regard qu'on porte sur les choses très souvent qui fabrique la personne elle-même. Et donc les effets miroirs et les effets de regard, d'ailleurs nous-mêmes nous ne regardons pas vieillir, nous-mêmes nous n'anticipons pas, nous-mêmes nous ne voulons pas vieillir, nous le refusons. Eh ben, nous avons, après je dirais presque l'EHPAD en est le résultat. C'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné des états de fait pour que cet état de fait corresponde aussi à ce que l'on souhaite. Et juste là aussi, je rebondis sur ce que vous dites, mais je vous encourage à aller regarder tout ce qu'en psychologie on appelle la prophétie autoréalisatrice, qui dit que quand on sent des stéréotypes qui pèsent sur nous, on va conformer notre comportement à ces stéréotypes. Par exemple, une prof de CE2 qui considère que les garçons sont meilleurs en maths que les filles, vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année, les garçons seront meilleurs en maths que les filles. Ou bien, si vous prenez votre voiture, puis que la personne à côté de vous est persuadée que vous conduisez super mal et qu'à tout moment, vous allez l'emmener dans le mur, eh ben, vous allez conduire moins bien parce qu'en fait, ça va vous perturber de sentir ce regard sur vous. Eh ben, de la même manière, si on regarde en fait, les personnes âgées en considérant qu'elles sont incapables, qu'elles sont à côté, qu'elles sont réac, eh ben, en fait, elles se conforment aussi à ce regard qu'on pose sur elles. Donc, ayons un regard aussi porté sur les capacités des gens et de ce qu'ils sont capables d'apporter en fait, à la société, à la collectivité. Je voulais juste rajouter, ouais, je suis complètement d'accord quand vous dites que ces problèmes, ils ont pas d'âge, parce que, je veux dire, ces problèmes de manque de convivialité ou d'individualisme, moi je l'ai rencontré aussi beaucoup, même dans les CTU où j'y ai été, c'est censé être des lieux où il y a des étudiants avec des cuisines communes aussi, et ils n'étaient pas plus animés que la maison de retraite où je vis, enfin où je suis arrivé, quoi. Donc je ne sais pas si c'est la société, enfin je ne sais pas trop comment expliquer ce comportement, ou si c'est la société qui évolue, mais il n'y a pas que en maison de retraite, quoi. Voilà. On écrit des chansons d'ailleurs sur le sujet, et j'en connais moi-même un certain nombre de mon âge, je vous les présenterai si vous voulez. D'autres réactions sur le plateau, ou peut-être une toute dernière question émanant de la salle? Non, c'est pas une question, mais c'est un petit peu pour rebondir un petit peu à ce qu'a dit ma collègue là, sur la globalité, sur le terme. Quand on dit les aînés, quand on dit les retraités, on n'est plus personne. On n'est plus notre passé, on n'est plus rien quand on entend ces termes-là. Et quand on rentre en plus dans le grand âge et qu'on est obligé d'être dans ces établissements, les gens d'eux-mêmes se ferment. Je vais vous donner un exemple dans ma ville, enfin dans la petite ville banlieue. On a fait un essai d'installer dans notre club de gym une séance d'une journée, enfin d'une heure, dans ce foyer logement. Eh bien, une seule personne de l'établissement, alors que ce ne sont pas des gens invalides, ils peuvent rentrer à partir de 60 ans dans ces logements. Ce n'est pas médicalisé, il y a juste la sécurité, une infirmière, puis les boutons, enfin tout, les WC, tout bien adapté pour préparer l'avenir, comme a dit une des intervenantes. Eh bien, ils ne sont pas venus. On a fait ça pendant 2 ou 3 ans, et puis finalement, on est ressorti. Parce qu'ils ne se sentaient plus, en fait, je pense, intégrés à nous, qui étions de l'extérieur, qui étions libres de faire ce qu'on veut. Eux, c'était un horaire, en fait, qu'on leur inculquait et qui les diminuait encore plus. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu cet état d'esprit
qu'ils ont dès l'instant qu'ils franchissent la porte de ces établissements. Une dernière réaction les uns les autres sur là-dessus. Bon, ben, il me reste à vous remercier alors pour... Si vous avez, pour pas finir sur une note trop sombre, juste effectivement, ce dont on rêve tous, et ça je trouve que c'est peu pratiqué en EHPAD, c'est le fait de savoir qui on est. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Quel était votre métier? Qui étiez-vous? Une reconnaissance de la personne en elle-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je travaille avec des groupes qui font du théâtre en EHPAD pour montrer la maltraitance. Vous demandez au personnel, vous faites de la maltraitance dans votre EHPAD? Non, 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 pas du tout, regardez tout ça. Si, madame, vous n'avez pas frappé à la porte avant de rentrer dans la chambre. Toutes les personnes, vous les appelez mamie. Toutes les personnes, vous les appelez papy. Et c'est là que ça démarre. Et finalement, c'est toute une pédagogie, une éducation, mais je pense qu'on n'a pas conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire de la portée de nos mots et de nos actions en tant que peut-être actifs sur ces personnes-là. Et donc, c'est tout un apprentissage, et je crois qu'on est en train d'évoluer doucement, mais il y a moyen quand même de contrer ce type d'effet. Un apprentissage pour vivre ensemble, effectivement. Merci à tous les quatre. Merci à toutes et à tous pour vos questions, vos témoignages et votre écoute. On vous donne rendez-vous rapidement sur les réseaux sociaux, sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour les replays. Également, l'exposition. Vous avez à votre disposition, auprès du staff ici là, de la Cité de l'Archi, à des passes qui vous permettront d'aller visiter gratuitement l'exposition Bien vieillir ensemble à l'étage.